comme ça que tu te rends compte que t'es vivant aussi, quand même. Parce que tu fais un truc de tes mains, tu te lances, on perd pas grand chose parce que voilà, on n'a jamais rien connu d'autre. En fait, on sort d'école à peine et on se dit bon, on se lance, voilà, on n'a rien à perdre. Donc on n'a pas peur de ça. Mais voilà, c'est challengeant. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le podcast Sanasté. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes qui œuvrent dans l'univers du bien-être et qui ont décidé de faire. Qu'ils travaillent dans les domaines de la food, du sport, de l'accompagnement ou bien de la préparation mentale, nous leur donnons l'occasion de s'exprimer. Qu'ils soient coachs sportifs, diététiciens, coachs food, accompagnateurs mentaux, athlètes, influenceurs, journalistes, chefs d'entreprise, cuisiniers ou institutionnels, ils nous inspirent et nous permettent d'apprendre. C'est pourquoi nous allons à leur rencontre afin de vous permettre de comprendre leurs histoires, leur quotidien, leur vision du bien-être, leurs peurs et les obstacles qu'ils ont eu à affronter ou bien qu'ils affrontent, leur rapport aux autres, leurs astuces pour être productifs ainsi que leur organisation. Avec ce podcast, nous désirons vous procurer des conseils pratiques, mais surtout vous montrer que rien n'est inatteignable et que vous pouvez vous développer. Ce podcast vous est présenté par Sanasté. Sanasté est une jeune entreprise qui veut démocratiser le bien-être en s'appuyant sur 3 piliers indissociables. Mieux manger, mieux bouger, être plus fort mentalement. Si le concept vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, merci de vous abonner gratuitement sur cette plateforme d'écoute, sur nos réseaux sociaux et surtout partager un maximum nos contenus. Bonne écoute! Bonjour Mathilde et Roxane, vous êtes toutes les deux fondatrices des Petites Françaises. Oui. Les Petites Françaises est une marque de tasses gourmandes. Vous vous êtes rencontrés en école de commerce à Lyon autour d'un projet de création d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours ? Alors, bonjour, déjà. On est ravis d'être sur ton petit podcast Sanasté. Raconter notre parcours, Roxane, est-ce que tu veux dire un truc ? Déjà, on s'est rencontrés en première année d'école de commerce, donc on était à l'EM Lyon. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Avant ça, on a toutes les deux fait une prépa. Moi, j'ai fait une prépa littéraire. Donc, je me suis un peu perdue, on va dire. Non, j'ai toujours été très littéraire. Enfin, je viens de Bergerac, en Dordogne. Donc, j'étais là-bas de ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis arrivée à Paris en prépa littéraire. Et puis, je suis arrivée à l'EM Lyon après. Parce que j'avais envie de... J'étais intéressée par l'entrepreneuriat déjà. Et puis j'avais pas envie de poursuivre dans les études littéraires même si ça m'intéressait. Donc je me suis dit, bon, on va tenter les concours des écoles de commerce et ça a marché. Donc voilà. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et moi, plus ou moins le même parcours, sauf que je viens du nord de la France, à Arras, et j'ai fait ma prépa scientifique à Lille. Ensuite, le but... depuis cette prépa, c'était vraiment d'intégrer l'EM Lyon, que je considérais déjà comme l'école de mes rêves. D'accord. Parce que c'était l'école de l'entrepreneuriat et Lyon, c'était la capitale française de la gastronomie. Et que je suis passionnée de cuisine depuis bien longtemps. Donc le but, c'était vraiment, je voulais monter quelque chose qui avait rapport avec la cuisine. Et donc c'était vraiment un peu le combo parfait. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mathilde en première année d'école où on a travaillé sur un projet de création d'entreprise qui s'appelait... Vous étiez 6, je crois, et vous travailliez déjà sur ce... Enfin, vous aviez déjà l'idée de travailler, d'étudier sur ce projet de tasses gourmandes. Ouais, c'est là qu'est né le projet. Et du coup, le projet s'appelait Les Tasses Gourmandes. Les originales. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et le projet a plu. On a été sélectionnés parmi tous les projets pour le présenter... Le jour d'une finale où on présentait les meilleurs projets. Donc pour pitcher, voilà, devant tout le monde. La promo, des potentiels investisseurs. Enfin, c'était vraiment c'était un travail scolaire, entre guillemets, parce que c'est inscrit dans le programme de tous les élèves de première année. Mais nous, on s'est vraiment pris au jeu et on s'est vraiment éclaté, en fait. Déjà, nous, toutes les deux, on savait qu'on avait envie de monter une boîte plus tard. On savait pas dans quoi. On aimait bien cette idée, on a vu que ça plaisait bien, qu'on se plaisait bien à pitcher le projet, et puis moi je me suis éclatée le jour de la finale à présenter ça devant 400 personnes, et c'était hyper exaltant, et donc on s'est dit... pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Bon après, on s'est aussi dit, on est en première année d'école, on va se calmer, on va pas lancer la boîte tout de suite, on va
suivre les cours, aller en stage, aller en Erasmus, enfin, suivre le parcours habituel, quoi, parce qu'on pouvait pas non plus partir tout de suite. Mais on s'est dit, il y a un truc, on le laisse un peu de côté, on vit un peu nos vies où on essaye un peu d'orienter notre parcours en fonction de ça, parce que quand même ça nous semble bien, et puis on est passionné de cuisine et enfin, voilà, de gastronomie en général, donc ça nous plaît bien. Et donc c'est ce qu'on a fait en fait. Tous nos stages, on les a orientés autour de ça. On a toutes les deux travaillé dans la food tout le temps, tous les stages qu'on a fait. Puis voilà. Donc et puis là, dernière année de master entrepreneurial à l'EM, et en fait, on en a profité pour se lancer. D'accord. Parce que l'idée, c'était vraiment d'être justement suivi par des intervenants qui allaient vraiment nous montrer comment créer son entreprise et nous aider à le faire. Et c'est là que tout a vraiment commencé concrètement. Ouais. D'accord. Et du coup, avec le recul, quel regard est-ce que vous portez sur vos études ? Est-ce que du coup, c'est grâce à votre parcours scolaire que le lancement et le développement de votre activité s'est accéléré ? Moi, je dirais vraiment oui, parce que l'idée, c'était vraiment... personnellement, l'idée, c'était vraiment de vouloir monter quelque chose, d'entreprendre, de faire quelque chose dans la cuisine. Bon, la cuisine, pas forcément, mais l'idée d'entreprendre, oui, parce qu'on a vraiment été aidés. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathilde, mais... Ouais, je pense que... particulièrement ce dernier semestre. Parce qu'en fait... pendant ces 4 années, on avait toujours cette idée un peu à l'arrière de la tête, mais en même temps, on était toujours freinés par plein d'impératifs. Les examens, les Erasmus, tout. Et donc, en fait, on n'attendait que de se lancer, mais on pouvait pas, donc on était un peu frustrés. Moi, j'étais pas mal frustrée pendant toute cette période, parce que on est super hyperactive avec Roxane, donc à chaque fois, on est obligé de faire des trucs. Et donc là, quand tu sais que t'as vraiment envie de faire ça, mais que tu dois te plier... On a aussi un petit problème avec l'autorité, je crois. Quand t'as besoin de te plier un peu aux règles que t'as pas choisies et te dire, bon, là, j'ai 4 mois que je dois passer ailleurs. Le fait est qu'après, t'es super content de partir en Erasmus, mais éloigner l'une de l'autre aussi. Éloigner l'une de l'autre, même si on était tout le temps en contexte, on se parle tout le temps depuis 4 ans. Donc... donc après, ce qui était vraiment cool aussi, c'est que ces 3-4 années, ça nous a quand même permis de prendre du recul, de gagner en expérience, parce que nos stages, on les a fait toujours dans la food, mais avec des activités qui étaient complètement, vraiment complémentaires. D'accord. Et aussi, en fait, entre-temps, on avait créé un blog, un petit site internet, où on partageait notre passion pour plutôt le café et la musique. Donc on allait tester les coffee shops, on proposait des playlists, après on parlait de nos coups de cœur, etc. Et en fait, ça nous a encore montré que travailler ensemble, c'était vraiment top, qu'on était complémentaires et que ça marchait bien. Ouais, on a pris ça comme on a du temps. C'était un peu un test, mais en même temps, on savait que ça allait marcher, je pense, inconsciemment. Et surtout, on s'est dit, on a du temps avant de vraiment se lancer dans ce qu'on a envie de faire, ce projet-là. On va créer un autre truc qui va nous permettre de tester. Ouais, de gagner en compétences aussi sur pas mal de trucs, parce que il y a la gestion du blog, du site internet, il faut faire... t'as des to-do list aussi qui sont hyper longues, t'as de la création de contenu, parce qu'il y avait le compte Instagram, il y avait les photos, il y avait les playlists, il y avait plein de trucs. Rencontrer des gens aussi, parce qu'on allait rencontrer les gens au coffee shop, c'était passionnant, c'est vraiment des gens super. Et donc on s'est dit, tout fait pour qu'on arrive à ce semestre-là de entrepreneuriat, et où on a eu, de toute façon on savait qu'on allait se lancer après, on savait pas exactement quand, et puis il y a eu ce déclic-là, qui a fait que, ce déclic, Ludo, si tu nous écoutes, c'est toi le déclic. Mais c'est souvent une rencontre, le déclic, de toute façon, où on se dit, ok, c'est maintenant. J'arrête de m'éparpiller un peu partout, parce que comme on adore faire plein de trucs, on s'éparpille un peu partout. Je me focus vraiment sur ça, et je me dis, ok, là, je me laisse 1 an, 2 ans, 3 ans, pour voir si ça marche. Je convainc mes parents que... ça va marcher. Qui peuvent me faire confiance, que c'est ça que je veux faire, que c'est ça que j'aime faire, que je vais me lancer, que je vais y aller à fond. Je me dis dans ma tête que j'y vais à fond, que je vais faire des sacrifices pendant 1 an au moins, et puis j'y vais, quoi. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit... on n'a rien à perdre. Ouais, on n'a rien à perdre. Rien du tout. Au contraire, ça fait 3 ans qu'on en parle, donc si on le fait pas, mais c'est vraiment terrible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc on s'est dit, en fait... C'est hyper bizarre parce que justement on en parlait hier, on a organisé le meet-up sur le fait de se lancer, etc. Chez Ibrick, c'était super, on a rencontré des filles super qui lancent
qui lancent ou qui vont lancer des projets formidables. Et on parlait justement de ça et de... La capacité de se lancer. Ouais, la capacité, enfin, qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement se lancer, même administrativement, enfin, le fait qu'il y ait plein de lancements différents, parce que d'abord tu peux avoir ton idée, après tu te décides plus ou moins à te lancer. Travailler dessus, ouais. Ouais, tu travailles dessus, après tu dis ok, potentiellement ça peut devenir ma vie, et puis il y a un moment où tu dis ok, là c'est parti, là on bascule de l'autre côté où tu cherches tes premiers clients, t'as tes premiers clients, c'est incroyable, enfin voilà, tu lances ton site internet, tu lances tes pages Instagram, enfin il y a 1 milliard de trucs. C'est-à-dire qu'il y a un switch mental aussi, ouais, psychologique. Ouais, il y a vraiment un switch. Plus en mode ouais. Je réfléchis et j'aimerais lancer, mais je fais, je suis dans l'exécution. C'est ça. Et là on te prend au sérieux aussi. Parce qu'avant, comme on en parle depuis 3 ans, pareil, les gens ils devaient se dire ouais bon elle en parle depuis 3 ans, elle va le faire un jour. Ouais, c'est ça. Elle va le faire un jour, on sait pas quand, bon voilà. Leurs biscuits là, ouais. depuis le temps qu'on en entend ouais, parler. Non mais de toute façon ça va pas marcher votre truc, ou alors ouais ok on verra bien, mais bon. Et puis là, quand t'arrives et que tu dis, enfin avec ta première version toute pourrie, que t'arrives à la vendre et qu'il y a des gens qui sont contents et qui sont prêts à mettre de l'argent dans un truc où tu mets tout ton cœur dedans, toute ta passion et tout, là tu te dis ah ouais ok, là c'est bon, je suis passée de l'autre côté en fait. Dès que t'as tes premiers clients, tu sais que ça peut devenir professionnel quoi. Et justement, à partir du moment où vous voyez que ça prend, ou qu'il y a de la demande, comment est votre attitude ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Ah mais on est super contente, on veut aller chercher d'autres clients, en vendre encore plus, rencontrer plein de monde. Vraiment, on a envie de se développer encore plus vite. Mais je crois qu'on réalise pas aussi. Enfin, nos premières ventes, mais c'était il y a 1 an, donc c'était notre première version il y a 1 an au marché de Noël de chez moi, enfin c'était assez marrant. Mais déjà là c'était cool. Mais il y a eu nos premières ventes après le lancement du site internet, de l'Instagram, donc c'était mi-février de cette année. Où là, on se dit, et surtout quand tu vends à des gens que tu n'as jamais vus, que tu connais pas du tout, t'es surexcité, limite tu comprends pas. Tu te dis, d'un côté tu te dis mais waouh c'est incroyable, et de l'autre côté tu te dis je vous l'avais dit, ça va marcher, enfin, je me l'étais dit dans ma tête ça va marcher, on a confiance et tout et ça marche. Ouais. Mais après c'est vrai que les commandes qui arrivent en plus, t'as tellement de choses à faire finalement parce que... Enfin, en fait, nous, on l'a fait un peu fake it until you make it. On a lancé le site internet, rien n'était prêt. On a reçu des commandes, on s'est dit, on n'a pas de packaging, on n'a rien, comment on va faire ? Et donc, en fait, on était tellement dans le rush à devoir penser plein de choses qu'on n'a pas réalisé. Et on s'est toujours pas posé en se disant, ah bah tiens, aujourd'hui, on va aller boire un verre, fêter le lancement et tout ça. Jamais fait ça encore. Vous n'avez pas encore fêté? Ouais, pas vraiment. Eu le temps. On s'est pas dit bon bah, enfin on se l'est dit, mais en fait le fait est qu'on n'avait pas le temps parce qu'il y avait d'autres trucs qui se remettaient. C'était dans la machine infernale. Mais ouais, c'est hyper dur parfois de se rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'il s'est passé quand même des trucs incroyables. Alors, mais des trucs, on n'aurait jamais... Déjà, juste vendre nos tasses, on n'y aurait jamais pensé. Faire des collaborations avec des marques qu'on adore, on n'aurait jamais pensé. Que des gens qu'on ne connaît pas nous rachètent des tasses. Enfin, incroyable. Des rendez-vous, on a eu des rendez-vous avec des gens incroyables aussi. Mais... c'est trop bizarre parce que quand tu le fais, mais t'arrives pas à comprendre que c'est incroyable. Parce que t'es la tête dans le guidon. Ouais, tu te rends pas compte. Ça avance. Tu te rends pas compte du tout. Et pourtant, c'est hyper important, je trouve, de se poser. Des fois, on se pose, on se dit, non mais tu te rends compte que là, il se passe un truc de ouf, là. Ouais, et puis même les moments où t'as un peu de calme et que tu peux te poser, ça fait même bizarre. Ouais. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là, c'est quand même étrange. On baisse en vente, on fait moins de chiffres. Je devrais être en train de travailler. C'est ça, je devrais être en train de faire plein de choses et tout ça. Et puis non, en fait, c'est normal. Du coup, ça nous laisse du temps pour faire autre chose. Il y a quand même aussi pas mal d'administratifs à faire et toujours... Mais c'est vrai que c'est difficile de réaliser tout de suite. Quel fut l'environnement dans lequel vous avez grandi ? Et j'ai toujours évolué dans un environnement plutôt heureux. Mes parents sont amoureux, toujours très amoureux. Donc enfin vraiment, environnement. Non mais c'est quand même important, je trouve, d'avoir pu vivre avec ces deux parents qui s'entendent bien. D'avoir ce socle. Voilà, enfin j'ai une bonne éducation, enfin je pense, hein. Je confirme. Non, mais tout s'est bien passé. J'ai un petit frère aussi. On a évolué dans une petite maison sympathique,
en ville où clairement mes parents ont toujours... ils m'ont jamais imposé ce que je devais faire. Et ça, je pense que c'est quand même... c'est une chance quelque part de ne pas avoir eu des parents qui, quand j'ai dit ah bah oui, moi je suis passionnée de cuisine, je voudrais faire, je travaille plutôt bien à l'école, j'ai envie de faire une prépa, ils étaient hyper contents, super fiers. Et jamais ils m'ont dit ah bah non, tu devrais plutôt faire ça, ça, ça. C'est sécurisant. Et voilà, et en fait, comme j'allais dans des études qui leur étaient plutôt inconnues, parce qu'ils n'ont pas du tout une formation commerciale, et ben ils étaient super fiers de moi, donc ils m'ont toujours vu avec des yeux oh c'est génial ce que tu fais, etc. Donc j'ai pas du tout été bridée, jamais été en concurrence avec personne. Et ça, je pense que ça a vraiment été super chouette. Après l'enfance, l'adolescence, c'était à peu près pareil. Et si je parle de plutôt maintenant où j'ai plutôt grandi, si j'avais continué à écouter mes parents tout le temps, je pense que j'en serais quand même pas là. D'accord. Parce que mine de rien, on a quand même des pics de ses parents, surtout de ma mère qui me disait ah t'es sûre, c'est pas forcément une bonne idée, tu devrais plutôt faire ça. Puis on a beau se dire ah bah tiens j'écoute pas mes parents, mais finalement il y a quand même une oreille qui entend. Et pour le projet de TAS, clairement au début, quand c'était encore le projet de création d'entreprise à l'école, j'étais là non mais moi j'achèterais pas ça, hein, moi, et genre si moi j'achète pas, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc enfin, vraiment c'était si elle n'achetait pas, toute la France n'allait pas acheter. Et puis finalement quand on a commencé à vendre et puis qu'elle a vu que ça marchait, mais maintenant c'est oh là là, mais moi je pourrais vendre dans ta boutique, hein, je saurais vendre et tout. Enfin, du coup c'est rigolo de voir un peu le revirement de situation. Ouais. Mais non, en termes d'enfance, j'ai eu une enfance heureuse et ouais, une éducation bienveillante. Donc, d'accord. Voilà, c'est cool. Et toi, moi aussi, hein, je dois dire que j'ai vécu... je suis née à Saint-Laurent-des-Vignes, je suis née à Bergerac, mais j'ai passé quasiment toute ma vie à Saint-Laurent-des-Vignes, donc au milieu des vignes, dans le sud-ouest. Ce qui fait que ça doit être pour ça si je suis pas mal bonne vivante. Mais pareil, super enfance. Moi, mes parents sont séparés, mais c'est très bien, tant mieux pour eux. Ils ont refait leur vie et je suis très contente pour eux. J'étais très libre aussi. Très libre parce que j'étais un peu... quand j'étais petite, j'étais un peu casse-cou, donc je voulais faire que ce que je voulais. Pareil à l'école, comme j'ai toujours été très bonne élève, j'ai toujours plus ou moins décidé de ce que je voulais faire. Donc c'est moi qui ai décidé d'aller en L, même si ça plaisait pas forcément à tout le monde. C'est moi qui ai décidé d'aller en prépa, là ça plaisait à tout le monde. Donc j'étais hyper libre. Ouais, aussi. J'ai toujours fait plus ou moins ce que je voulais, donc c'est sympa. Mon père est entrepreneur, donc j'ai toujours eu ce côté entrepreneurial. D'accord. Donc j'ai toujours eu du soutien de son côté. Ma mère aussi me soutient, elle était aussi un peu comme toi à se dire ouais, tes tasses c'est marrant, mais faut vivre, hein, faut avoir un salaire, on va pas te subventionner jusqu'à tes 30 ans, te rends compte, on te paye une école de commerce, merci papa et maman de m'avoir payé mon école, mais c'est vrai. Donc d'un côté t'as mon père qui me dit mais fonce, mais 1000 fois, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que tu as envie de faire, c'est là au fond de toi, c'est le moment, voilà. C'est pour ça que tu as fait une école de commerce, c'est le chemin logique. Ouais. Et puis ma mère qui est salariée, qui est plus dans le confort, elle prend pas trop de risques, donc à l'inverse de l'entrepreneur qui prend des risques. Elle était plutôt ouais, mais quand même, tu veux pas aller travailler un peu dans une marque sympa pour avoir un salaire et puis après tu pourras monter ton projet, etc. Mais bon, comme je suis un peu têtue et déterminée, c'est pas ce qui s'est passé non plus. Mais oui, du soutien de mes parents, pareil aussi, elle est très contente quand elle voit que ça marche maintenant. Donc, ouais, enfance heureuse, adolescence heureuse. Voilà. D'accord. Bien. Au-delà de votre rencontre en école de commerce, qu'est-ce qui a motivé votre choix de lancer les Petites Françaises? Et hormis votre amour pour la food? Le fait de se lancer déjà, je pense, juste. De monter une vraie envie de lancer quelque chose. Ouais, de monter un projet, ça c'était sûr. Après, on s'est bien trouvé dans
l'alimentaire parce que vraiment c'est ce qui nous passionne, comme on est super bonne vivante, super gourmande, on adore tester des nouvelles choses, on est créative aussi et dans la cuisine on peut être vraiment très créatif. On aime bien rencontrer des gens, on aime bien aller goûter, rencontrer des petits producteurs, aller goûter de nouvelles choses, etc. Très curieuse, donc ça nous allait bien. Et puis finalement c'est pas un milieu où t'es obligé d'être ultra formé finalement, parce qu'on peut aussi être un peu autodidacte et apprendre par soi-même et faire des tests et voilà, et puis amener ce côté entrepreneurial et école de commerce, ce côté un peu créatif en lettres, mettre tout ensemble, cet amour pour la cuisine, pour la gastronomie, et faire quelque chose qui nous ressemble, qui soit simple, qui soit gourmand, juste donner du plaisir un peu aux gens et donner un peu de bonheur aux gens, parce que en fait nous on se rend compte que pour être heureuse dans notre vie, il faut qu'on mange bien, qu'on mange des choses qui nous plaisent, quoi, gustativement, visuellement. Voilà, c'est vraiment partie d'un art de vivre, entre guillemets. Et donc, comme on se dit que c'était aussi important pour nous, ça devait l'être pour d'autres personnes aussi. Et puis, quand tu veux monter un projet, tu dois mettre de toi dedans pour que ça fonctionne et pour que tu sois fier de ce que tu fais. Et donc, on s'est dit, en fait, cette idée, c'est la meilleure idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat, en sachant qu'on en aura plein, on aura plein d'autres boîtes après parce qu'on a envie de monter plein d'autres trucs, mais c'est la porte d'entrée en fait dans l'entrepreneuriat qui nous convenait le mieux, je pense. Ouais, après c'est parce que ce projet-là, du coup, c'était l'opportunité qu'on a eue. Au-delà de ça, je pense que vraiment, entreprendre, c'est plutôt un état d'esprit et que toutes les deux, on se serait pas vu vraiment travailler pour d'autres entreprises. Moi, je sais que plein de fois, on m'a dit oh là là, c'est génial ce que tu fais, franchement, j'aimerais trop faire la même chose. Bon, juste, j'ai pas le cran ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, j'admire tous les gens qui vont, qui, à la sortie d'école, décrochent un CDI, travaillent dans une grande marque. Enfin, c'est super, j'admire, mais en fait, juste personnellement je pourrais pas. Ouais, c'est pas toi. C'est pas moi, et avec toutes les expériences que j'ai eues, j'ai du mal avec l'autorité et surtout j'ai toujours envie de proposer plein de choses, je peux pas être focalisée sur une seule tâche et ouais, le terme état d'esprit, je trouve que ça résume bien ça, puisque le fait de vouloir un peu toucher à tout, d'être dans l'administratif, dans les process, après d'être à la création des recettes, la création visuelle, etc. On s'ennuie jamais, on fait plein de choses différentes et c'est ça qui est super chouette. Et plein de fois, j'ai rencontré des entrepreneurs où le projet me plaisait trop et je me disais, mais si j'avais pas les petites françaises, je m'associe avec toi direct et on bosse ensemble, parce que il y a plein de projets qui plaisent tout le temps et auxquels je me verrais trop travailler. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Vous êtes officiellement lancé le 5 février 2018. C'est la date de votre premier post sur Instagram. Et j'avais lu que vous clamiez haut et fort que à partir du moment où le premier post ou le site serait live, serait lancé, ça veut dire que votre activité est officiellement lancée et vit. Quel premier bilan faites-vous depuis ce lancement? Je pense ultra positif. C'est ultra positif dans le sens où c'est un premier lancement sur plein de lancements, parce que tu vois, on a lancé l'Instagram, le site internet un petit peu après l'Instagram, un peu sur un coup de tête, parce que justement quelques jours avant c'était ce déclic là avec Ludo qui nous a mis une petite claque et qui nous a dit bon écoutez. Donc Ludo c'est un pote à vous, c'est ça? Ludo c'est notre tuteur. D'accord. Ouais. C'était un de nos profs à l'EM et là c'était notre tuteur pendant ce semestre. Et l'histoire, c'est que, en fait, on savait pas trop comment s'y prendre quand on a eu l'idée un peu de se dire on se lance vraiment. Et surtout, Mathilde cherchait à bosser dans un coffee shop quelques jours par semaine. Moi, je cherchais aussi un petit travail à mi-temps. On s'était dit, tiens, ça pourrait nous permettre peut-être de gagner quand même un peu de sous, parce que on avait encore un peu cette peur de se lancer à 100%. Et Ludo, du coup, nous a dit, bon, les filles, soit vous lancez maintenant et c'est genre à 200% tout le temps, soit en fait là vous continuez votre petit truc et puis en décembre on y est encore et puis vous êtes toujours au même stade. Donc en fait il va falloir choisir, soit
vraiment être entrepreneur, soit c'est vous voulez faire semblant toute votre vie. Et là, c'était vraiment le choc, la grosse claque. On s'est dit, bon, c'était un soir, on s'est dit, bon, on se donne toute la soirée pour réfléchir et penser. Non, chacun dans son coin. Et demain, on se retrouve, on en parle, on se débriefe ce qu'on a vraiment envie de faire, mais pour soi. Et ça tombait bien, on avait la même vision des choses et on s'est dit, ok, bon, maintenant qu'on se lance à 200%, il faut agir, il faut faire un truc. Là. Et ce qui nous paraissait le plus pertinent, c'était la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'est dit, c'est notre manière de dire aux gens, on existe, et puis de commencer à créer une communauté. Et c'est à partir de là qu'on s'est lancé pour une des premières fois. Après, t'as le lancement juridique, t'as le lancement, t'as l'idée avant. Mais là, tu vois, on est typiquement dans la création de la société, alors que dans votre esprit, ça fait plus de 3 ans que voilà, c'est là aussi. Et ça fait 2 ans qu'elle existe aux yeux du monde parce qu'il y a ce site internet et cette page Instagram. Donc en fait, tu peux très bien commencer ton activité. Enfin, après, il y a eu on a fait ça avec le statut auto-entrepreneur de Roxane, donc c'était voilà, légalement, voilà. Mais l'activité existait déjà. Donc en fait, ça vient juste, c'est un autre lancement officiel. Une nouvelle étape. Voilà, une nouvelle étape. Mais en fait, il y avait cette étape-là où on s'est dit, bon ok, on lance le truc. Et puis c'est parti super vite. En fait, on s'est pas trop rendu compte, mais le mois de mars, on était sous l'eau tout le temps. Tout le temps. Et on s'est dit justement, on avait démarché personne. Il y avait des clients qui venaient à nous, il y avait des gens qui étaient intéressés, des gens incroyables qui étaient intéressés par nos tasses, des clients qui étaient contents. On était à 1000 à l'heure, on se réveillait la nuit, on avait peur de plein de trucs. Il y avait des jours où il y avait des recettes dans la tête. Il y avait des hauts, mais très très hauts, des bas très très bas. Et puis on s'appelait, on se rendait compte parce qu'on n'était pas ensemble. Enfin, moi j'étais entre Paris et Lyon, et Roxane était à Lyon pour les cours, et moi aussi, je revenais à Lyon pour les cours. Et des fois on n'était pas ensemble, on se disait, mais là je comprends pas. Je suis d'une humeur mais terrible, je comprends pas, il se passe des trucs incroyables, j'arrive pas à me réjouir et tout, c'est trop bizarre. Et elle était là, ouais mais moi aussi c'est pareil et tout. Puis on arrivait à se rassurer un peu parce que c'était vraiment, on a peur en fait quand on c'est un ascenseur émotionnel. Mais tout le temps, mais par jour, mais tu peux être super heureux, super malheureux, tu sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est parce que vous avez le sentiment de jouer avec votre vie ou avec votre avenir? Non, c'était pas ça, c'était ça peut être un truc par exemple, t'as une grosse commande, t'es en train de faire ta prod et puis là t'as ton glaçage qui foire. Tu sais pas pourquoi. Et là d'un coup t'as un gros bas et tu te dis non mais putain, c'est pas possible, pourquoi maintenant, c'est mon produit limite qui m'en veut, qui veut pas et tout. Tu te fais des films dans ta tête. Et puis après il y a quelqu'un qui te laisse un commentaire sur Instagram qui te dit ouais j'ai goûté tes tasses, c'est trop bonne, c'est trop bien, toute ma famille adorait. Hop, grand haut. D'accord. Enfin des petits trucs qui se passent dans ta journée, ou alors un super rendez-vous qui se passe super bien, enfin voilà, plein de choses. Mais c'est ça la vie en fait. Et c'est un truc qu'on vit pas ailleurs que dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, voilà, quand tu travailles, quand t'es au taf, tu vis pas la marque et ton projet de la même manière. Ouais, c'est pas. En fait, il y a tellement de toi dans ton projet qu'en limite, quand t'as un commentaire négatif, tu prends pour toi, quand t'as un commentaire positif, tu prends pour toi aussi. Donc c'est vraiment. Ouais, c'est comme si ton projet c'était toi, un peu. Donc c'est pour ça que c'est dur en fait. C'est parce que t'as peur de plein de trucs, t'es super heureux, mais t'es un peu anxieux. Tu te dis, ok, je me lance et tout, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on va trouver des sous, est-ce qu'on va. Enfin, plein de trucs. Et comme on était d'un naturel assez calme et assez assuré, quand tu te réveilles la nuit et que tu flippes, tu te dis, oula, c'est bizarre, ça me ressemble pas, c'est très bizarre. Mais tout va bien. Et c'est trop bien justement que ce soit comme ça parce qu'on le vit à 100%, même plus que ça. Et c'est comme ça que tu te rends compte que t'es vivant aussi, quand même. Parce que tu fais un truc de tes mains, tu te lances, on perd pas grand chose parce que voilà, on n'a jamais rien connu d'autre. En fait, on sort d'école à peine et on se dit bon, on se lance, voilà, on n'a rien à perdre. Donc on n'a pas peur de ça. Mais voilà, c'est hyper challengeant quoi. Toujours de se lever. Surtout au niveau psychologique, quand t'es tout le temps dans l'action et que des fois tu prends du temps pour penser,
Bah, ouais, non mais, enfin, je pense aussi quand même, mais... Ça m'arrive des fois. Et que non, mais que tu prends vraiment le temps de penser un peu à ta vie, qu'est-ce que je... Enfin, et que, en fait, souvent, il y a la question qui me revient, mais à quoi ça sert tout ça et pourquoi je suis en train de faire ça, de cuisiner des tasses et tout et c'est ça qui est pas évident, en fait, de voir un peu à plus long terme. Mais ça, c'est vraiment dans les périodes où, justement, t'es fatigué, t'as eu plein de choses à faire, et le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être là, ouais, c'est génial, en fait, trop bien, on va révolutionner les contenants comestibles, je sais pas, enfin, tu vas avoir des idées comme ça, et en fait, ouais, c'est tout le temps. Mais c'est cool, hein, c'est le jeu. Ouais. Non, c'est cool, franchement. Qu'est-ce qui aurait pu faire que vous ne vous lanciez pas ? Rien, pour moi, je pense. Alors, tout de suite, là, moi, je dirais le fait d'être toute seule. Ouais. Et enfin, c'est vraiment... je pense que je me serais pas lancée là, tout de suite, maintenant, à cet instant T, en sortant d'école, si j'avais tenu le projet toute seule. Parce que je me serais pas sentie capable, en fait, de le faire, d'assurer tout ce qu'il y a à faire derrière. D'accord. Après, entreprendre dans n'importe quel projet, c'est certain, j'aurais... En fait, il se serait passé des rencontres et là, j'ai déjà rencontré des gens auxquels je pense que je me serais déjà associée avec elles, donc, enfin, avec ces personnes-là. Donc, ouais, le fait d'être avec quelqu'un, je pense que ça pourrait... Enfin, d'être toute seule, ça pourrait être un frein. Quand vous travailliez sur ce projet à l'EM, vous étiez un groupe de 6. Ouais. Au final, vous êtes 2. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un rapprochement entre vous deux ? Et tu vois, en préambule, tu disais que ce projet-là, mais aussi votre projet de blog précédent, vous a montré, vous a prouvé que vous étiez vraiment complémentaires. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce rapprochement et que finalement, les 4 autres personnes ont été, entre guillemets, exclues de ce projet, ou se sont peut-être exclues elles-mêmes? Ouais. De toute façon, là, le projet est né d'un projet scolaire. Donc, en fait, on nous a dit, vous devez être 6, vous devez trouver une idée. Enfin, voilà. Donc, on s'était mis à 6, avec des gens avec qui on avait des affinités, voilà, enfin, des potes qui font un travail de groupe. Et on a trouvé cette idée-là, et puis, on le sent quand il y a un... que tu sais que tu veux te lancer et tu vois dans les yeux de la personne en face de toi qu'elle veut se lancer aussi et vous comprenez quoi. Enfin, vous avez la même... C'est un langage corporel. Mais c'est limite, c'est comme un couple. Enfin, ça, c'est un couple d'entrepreneurs, mais t'as la même vision des prochaines années de ta vie en tout cas. Et nous, on savait qu'à la fin, on voulait se lancer et puis ce qui était pas forcément le cas des autres membres du groupe. Donc on a continué. Enfin, juste après le projet, on s'est pas dit on va se lancer tout de suite. On a laissé ce projet passer. Enfin voilà, il y avait l'été, il y avait plein de trucs. Enfin voilà, la deuxième année d'école, etc. Puis on a commencé à en reparler parce que forcément on était déjà proches, mais on s'est rapprochés après, encore plus. Et donc là, ça devenait réel pour nous et on s'est dit bah ouais. Ouais, et les autres personnes du projet, en fait, elles ont pas ni été exclues et... En fait, il y a jamais eu... ça s'est fait naturellement. Il y en avait qui étaient là pour valider les contraintes pédagogiques, d'autres qui ont vraiment adoré bosser avec nous, mais qui se voyaient pas en fait lancer leur boîte après. Et d'ailleurs, c'est toujours des copines à nous et qui nous disent non mais on est à 100% avec vous et puis dès que vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, on est là. Mais c'est pas pour autant qu'elles reviendront en mode on veut se mettre avec vous parce que c'est chouette maintenant ou je sais pas. Ouais, non, c'est... Ça a vraiment été vraiment tout de suite naturellement. Quel est votre rapport à la nourriture ? Super important. Donc tu disais tout à l'heure que pour toi c'est important de bien manger, d'avoir ce côté manger, déguster des mets de qualité. Ouais, se faire plaisir. Ouais, parce que pour moi, il y a plein de choses qui sont hyper importantes dans ma vie. Il y a manger, parce que c'est une vraie passion, tester des nouveaux restos, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a comment c'est fait, par qui, où est-ce que c'est produit, etc. Ça m'intéresse énormément, c'est hyper important. Puis juste se faire plaisir gustativement, parce que c'est la base, quoi. Partager des bons repas avec des gens qu'on aime, c'est top. Donc ouais, c'est une grosse partie. Il y a la partie
se dépenser, faire du sport forcément, c'est super important. Et l'autre partie très importante pour moi, c'est être créatif. Créative du coup. Lire beaucoup, faire beaucoup de photos, écouter beaucoup de musique, écrire. Être vraiment un peu dans cet esprit un peu artiste, très modestement, mais juste... Dans cet éveil. Ouais, voilà. De regarder les choses avec cet œil un peu... Donc ouais, on va dire que c'est les 3 piliers un peu de ma vie, je pense. La question c'était son rapport à la nourriture. C'est un des piliers. Okay. Un des piliers du coup. Un gros pilier. Un gros pilier. Ouais. Moi c'est le pilier. Ouais. Avec le sport, mais c'est vraiment le pilier. Ma passion pour la nourriture, elle est venue quand j'étais en 3e. En fait, j'ai fait une crise d'appendicite, j'ai été opérée et puis du coup j'ai pas pu manger vraiment tout ce que je voulais et ça a commencé à me frustrer un petit peu. Et puis c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à cuisiner aussi pour moi. Il y a ma maman qui m'avait fait la réflexion que je faisais toujours la même chose, c'est-à-dire des gâteaux yaourt, et ça m'avait énervée. Donc depuis, j'ai d'ailleurs plus jamais cuisiné 2 fois la même chose. Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à cuisiner pour moi que je me voyais pas comme une personne créative, et j'ai découvert que en fait, j'étais hyper créative, mais dans la cuisine. Et que je pouvais inventer n'importe quoi avec ce qu'il y avait chez moi, et ça impressionnait tout le monde me disait que c'était délicieux, et là je me suis dit mais tiens, enfin, c'est bizarre quand même. Et donc à partir de là, vraiment j'ai commencé à me passionner pour ça, et la cuisine, ouais, ça a toujours été important. En plus de ça, je suis très très fragile de l'estomac, donc il y a beaucoup d'ingrédients, d'aliments que je digère pas, et donc je me suis posé des questions, pourquoi, etc. Et puis j'ai travaillé au Café Pinson en stage, qui est un restaurant végétarien et sans gluten à Paris. Et de là, ma relation à la nourriture a encore évolué, et je me suis vraiment rendu compte du fait de bien manger, qu'en fait ça avait un intérêt et surtout un impact sur le moral, sur le corps, la santé, etc. Je suis une grande sportive, donc je me rends compte aussi que bien manger, c'est pareil, ça va me donner des forces, de l'énergie. Et c'est depuis ce stage-là où j'ai commencé à être plus sensibilisée aussi à la nouvelle nourriture saine, bio et locale aussi. Et maintenant, pareil, ce rapport s'intensifie, parce que maintenant, j'aime bien aussi connaître le petit producteur, justement. Enfin, je dis toujours, je suis une bourgeoise de la nourriture, parce que je veux mes petits produits qui vont être le fromage du fromager qui sera allé le chercher. Et je trouve que c'est hyper important de valoriser justement le travail qui est fait par les artisans et les producteurs. Et personnellement, je sais aussi ce que je mets dans mon corps, et je trouve que c'est important. Voilà. Ouais, c'est primordial. Ouais, c'est primordial. Justement, l'importance de ces ingrédients et de leur utilisation, vous le mettez assez en avant. Vous avez pris le parti d'utiliser de la farine bio, des œufs fermiers. Vous mettez en avant le sens olfactif dans vos différents posts sur Instagram. Par exemple, vous évoquez, lorsqu'on déguste une tasse, le goût de l'enfance, que cette dégustation elle peut être réconfortante comme un câlin, que ça sent bon les biscuits qui sortent du four. Donc il y a un vrai voyage des sens, et vous mettez aussi en avant le fait que vos produits sont élaborés à la main. En quoi est-ce important pour vous ? Je pense que c'est primordial aussi, parce que pour nous ça a du sens. Enfin, déjà de savoir qui est derrière ce projet, qui est derrière ce produit, comment il est fait, parce que maintenant on a envie de savoir comment c'est fait, par qui, comment. Voilà, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit, et puis justement de rêver un peu, parce que si on regarde nos tasses, c'est un biscuit, voilà, ça pourrait n'être qu'un biscuit. C'est une tasse de cookies. Ouais, c'est entre un cookie et un biscuit sablé, et ça pourrait être, on pourrait dire ouais, très bien, c'est un biscuit comme les autres, mais nous ce qu'on veut, c'est pas que ce soit un biscuit comme les autres, c'est que ce soit une véritable expérience culinaire qu'on offre à nos clients. Et donc pour faire comprendre ça, faut déjà que nous on la vive comme telle et qu'on la décrive comme telle. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est quand on va dans un restaurant ou dans un coffee shop, c'est qu'on a envie de vivre une expérience, pas juste d'arriver, boire son café, partir.
Et donc tout ça fait qu'on crée quelque chose de différenciant et qui a du sens pour nous. Ouais, et puis tout l'aspect local, c'est même pas... Enfin, en fait, on s'est pas dit, tiens, on va faire que du local parce que c'est la mode ou je sais pas quoi. C'est vraiment... Je sais pas, je trouve ça hyper important aujourd'hui. Et je sais pas si c'est parce qu'on est né dans ce monde globalisé où on n'a jamais vraiment eu de... Enfin, on est né dans un monde où il n'y a pas vraiment de rapport personnel. On va dans un supermarché, tous les produits sont les mêmes. Que du coup, il y a vraiment... On s'est posé la question... chacune, enfin tout le monde se pose maintenant la question, mais qu'est-ce que je mange, d'où ça vient, qu'est-ce que j'achète. Ça peut être de la nourriture, mais ça peut être aussi la mode maintenant. On en revient à savoir d'où vient le coton du t-shirt qu'on a acheté. On est plus responsable et plus acteur dans nos choix et dans nos prises de décision. Exactement. Ouais, tout à fait. Et justement de promouvoir tout cet environnement qui nous est proche, je trouve ça... c'est la base en fait. Quand, que ce soit pour la nourriture, même les gens qui vont dire par exemple, je sais pas, le réchauffement climatique, les déchets, etc. Ah, mais moi je trie pas, mon voisin il le fait pas, ou alors de toute façon c'est pas parce que moi je le fais pas que ça aura un impact. Et en fait, mais là j'ai envie de dire, mais complètement faux, et je trouve ça hyper égoïste déjà. Et je trouve qu'en fait, c'est en ayant justement un petit impact petit à petit chaque personne qu'on va vraiment changer les choses. Et c'est sûr que si tout le monde reste de son côté à être égoïste, à encore faire n'importe quoi, on n'avancera pas. Mais nous on le fait parce que ça nous tient vraiment à cœur, que ça a du sens, comme dit Mathilde. Et c'est encore très compliqué à mettre en place dans la tête des gens. Donc après on le fait parce que c'est quelque chose qui nous ressemble. D'accord. Ouais. Quels sont vos rôles respectifs au sein de la marque ? Moi sans surprise, comme je suis passionnée de cuisine, que vraiment j'ai toujours baigné un peu là-dedans, pour les petites françaises, je vais vraiment m'occuper de la création des recettes, le développement de tout ce qui va être nouveau pour le biscuit, les collections, et les partenariats, je vais penser les nouvelles recettes. Mathilde. Et moi, sans surprise aussi, comme j'aime bien la photo, que je suis assez créative, que j'aime bien le visuel, je suis plus direction artistique, entre guillemets, de la marque. Je m'occupe de tout ce qu'on voit, on va dire. Tout ce qui est élégant, en fait, c'est Mathilde. Pas du tout. Et tout ce qui a du goût. Voilà, tout ce qui a du goût, c'est Roxane. Exactement. Non, mais voilà. Après, on est capable... en fait, c'est nos domaines de prédilection, on va dire. Donc, on se les laisse parce qu'on sait que c'est là que vous excellez. Ouais, qu'on est contente, en fait, vraiment de faire ce qu'on fait. Et après, évidemment, on fait toute la gestion de l'entreprise, toutes les décisions, c'est toutes les deux. Voilà, c'est à l'unanimité, toutes les deux, voilà, comme ça. Et dans l'élaboration des recettes, oui. Quelle place laisses-tu au feeling ? Au feeling ? Oui. Peut-être que t'en laisseras. Non, mais ça dépend pourquoi. Si c'est l'élaboration de la recette en elle-même, on est sur de la pâtisserie, donc surtout là, après, notre produit, on est quand même obligé d'avoir des grammages précis pour que ce soit toujours le même produit. Après, justement, pour l'instant, c'est encore un peu pas frustrant, c'est super cool, on commence à avoir... On fait pas mal de collabs, donc il y a plein de recettes à créer. J'ai hâte de encore pouvoir évoluer et de pouvoir créer des nouvelles recettes tout le temps. Parce que le feeling, là, c'est justement super important de pouvoir dire « Ah bah tiens, j'essaierai bien ça, etc. » Et des idées, j'en ai plein la tête. Mais on a plein des documents pas aussi. encore trouvé concrètement. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est super important. Comment est-ce que vous travaillez votre capacité à avoir de nouvelles idées ? On a tout le temps, je sais pas. C'est qu'en fait, personnellement chacune ou je sais pas. Déjà quand on est toutes les deux, je sais pas, on a des idées tout le temps. Ouais. Je trouve qu'on je sais pas, mutuellement, il y a une énergie. On se tire un peu vers le haut. On est super curieuse et on se dit tiens, il y en a une des deux qui dit un truc et puis l'autre rebondit et puis on termine complètement ailleurs et on se dit ça pourrait être trop bien.
Ouais, je pense que c'est parce qu'on est créatifs tous les deux, qu'on est tout le temps et qu'on regarde pas mal ce qui se fait. Vous faites beaucoup de veille. Ouais. En fait, la veille, enfin, j'aime pas trop appeler ça de la veille, ça fait vraiment très stratégique et tout ça, mais en fait, on l'a dans notre tête parce qu'on est vraiment passionné, que ce soit par toute la nourriture, les biscuits, etc., mais vraiment par le monde des coffee shops, des petits restaurants et tout ça. Et Instagram. Instagram, c'est clair, c'est un sujet tellement passionnant, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais c'est vrai que du coup, on l'a faite, mais pour nous-mêmes à la base, et que du coup, maintenant, on a vraiment toute une panoplie de références aussi. Et c'est ce qu'on aime bien faire, donc oui, on le fait, c'est trop chouette. Ouais, on n'est jamais à court d'idées. Non. D'accord. Et après, moi, parfois, j'ai des idées en allant faire du sport aussi. Je sais pas, ça m'aide de pouvoir un peu décompresser, d'aller courir et puis penser à autre chose. Penser à autre chose, et puis finalement, tiens, il y a une idée qui surgit. Ça dépend. C'est vraiment tout le temps, ça dépend des activités et du sujet. Quelle est votre philosophie de l'entrepreneuriat ? On en a un peu parlé au début, mais si on l'évoque de manière un peu plus poussée. Je pense... Il y a plein de trucs. Ouais, déjà, il faut y aller. Déjà, être prêt, ça n'existe pas. Ouais. Ça, on a mis longtemps à le comprendre. À ne pas être perfectionniste. Ouais. Ça aussi, on a eu du mal. Genre, les deux trucs, c'est être perfectionniste, c'est bien, mais à outrance, ça te bloque. Ça t'arrête de faire tout ce que tu peux faire. Et surtout, ne jamais attendre d'être prêt, parce que ça n'existe pas, jamais. Tu pourras jamais être prêt. En fait, quand t'es prêt, c'est trop tard déjà. C'est-à-dire vouloir attendre d'être prêt, c'est repousser l'échéance. Ouais, c'est que t'es un peu frileux et que t'as pas envie de sauter le pas et de te dire c'est pas grave. J'ai le droit de me planter. Voilà, et c'est très bien de se planter en fait. Au début, on l'aurait jamais pensé comme ça, mais c'est surtout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Nous en prépa, on nous a jamais dit plantez-vous, c'est bien. Ni à l'école d'ailleurs, ni à l'AMI, on nous a pas dit plantez-vous, c'est bien. À part en cours d'entrepreneuriat. Mais même dans la société d'un point de vue général, exactement. On met plus en avant tes réussites. Ouais, c'est ça. Ce que tu as réussi à mettre en place, à créer, versus les sujets ou les domaines dans lesquels tu t'es planté. Alors que c'est ça le plus intéressant, justement. C'est de savoir pourquoi tu t'es planté et de faire en sorte que tu te replantes plus sur ce sujet-là. Mais il faut se planter tout le temps. Il faut faire plein d'erreurs sur plein de trucs parce que c'est comme ça que tu apprends les choses. Si tu réussis tout, mais t'apprends rien parce que tu sais même pas comment t'as réussi en fait. C'est un mélange de travail, de chance, d'opportunités que tu t'es créées ou qui ont été créées pour toi. C'est plein de trucs que t'arrives pas à expliquer, alors qu'un échec tu peux l'expliquer généralement. Et c'est ça ça fait mal à l'ego, c'est dur de se planter, mais c'est nécessaire parce que sinon t'avances pas. Donc je pense que ce serait ça ma philosophie d'entrepreneuriat. Ouais. Et non, moi je dirais que l'entrepreneuriat c'est ne pas être seul et toujours s'entourer. Tu vas penser que vraiment, genre, j'ai peur d'être toute seule. Mais non, dans le sens où... Je vais pas te laisser, Roxane. Dans le sens où, en fait, je sais pas, il faut pas avoir peur d'aller solliciter les gens que tu connais, de leur dire « Ah tiens, je sais que toi, tu sais faire ça et tout, est-ce que tu pourrais m'aider ? Qu'est-ce que tu penses de mon produit ? Est-ce que tu penses que... blablabla » Et en fait, ça, on a eu un peu du mal à le faire, dans le sens où on se disait « Ah bah ouais... c'est bien, nous on va tout faire toute seule, comme des grandes, et puis au final, on peut pas non plus tout faire tout le temps nous-mêmes. Et au début, on n'osait pas. En fait, c'était juste pas qu'on n'avait pas envie, c'est qu'on se disait on va embêter les gens et tout, ça va leur faire perdre du temps, ils ont autre chose à faire. Et en fait, en allant solliciter plusieurs personnes, on s'est rendu compte que c'était l'inverse. Et que plus tu vas t'entourer, plus tu vas aller parler aux gens de ton projet, et plus tu vas avoir déjà des retours, les gens ils vont te donner leurs idées, des choses auxquelles toi t'aurais même pas pensé, et puis en fait ça fait trop plaisir à tout le monde de pouvoir t'aider. Ouais, ils sont bienveillants en fait. Et donc on s'attend pas à la bienveillance des gens. Ouais, l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose où tu crées toute une communauté en fait, et les relations humaines c'est primordial. Quel rôle a joué la peur dans le lancement de votre activité ? Je
pense qu'on l'a mise de côté. On n'a jamais eu trop peur en fait. Bah de toute On se façon, dit, on n'a rien à perdre parce que on risque rien, on va pas. Enfin, on a un toit, on peut manger, nos parents sont derrière nous, ils nous soutiennent. Enfin, on a un cadre qui fait que. Puis même si ça marche pas, on ira trouver un travail et puis on se relancera plus tard, mais enfin, on peut se refaire financièrement, on n'a pas trop peur de ça. Donc on s'est dit, bon, puisqu'on perd rien, au contraire, on pourra le valoriser. Donc, on a quand même changé en France maintenant par rapport à il y a 10-20 ans où avant c'était vraiment le but c'est que tu ailles bosser dans une grosse boîte, après tu deviens senior, je sais pas trop quoi. Et maintenant le fait d'entreprendre c'est limite à la mode. On va dire bah ouais trop bien et du coup on s'est dit bah oui on n'a rien à perdre, on sort d'école, on sait même pas ce que c'est d'être salarié, on sait pas ce que c'est d'avoir un salaire, des tickets restaurants, des avantages, on sait voilà. Aucune idée. Et du coup, on se dit, bon bah voilà, au pire, si ça marche pas, bah on pourra toujours aller toquer à la porte de start-up super sympa où on adhère aussi à la philosophie et tout ça. Ouais, donc on l'a mis de côté. Ouais. Et le rôle de vos proches, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit que le concept ne fonctionnera jamais, ne prendra jamais et que en gros vous perdez votre temps? Je crois pas qu'il l'ait dit. Je crois qu'il l'ait dit jamais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui nous disent ouais, j'y crois pas trop quoi. Parce que la base normalement de l'entrepreneuriat c'est un besoin. Tu dois répondre à un besoin qui doit être gigantesque parce que comme ça, si tu réponds à un besoin gigantesque, t'as plein de clients, etc. Nous on peut se dire quel est le besoin d'avoir une tasse gourmande laitier française. Juste se faire plaisir, manger, voilà, plein de choses. Donc c'est un projet qui est différent, qui nous ressemble, qui répond pas forcément à un besoin qui est super prégnant, mais qui est un projet qui a le mérite d'exister quand même. Et donc, certaines personnes pouvaient se dire, elles s'amusent quoi. Surtout au début, mais maintenant que. Mais là, ça a vite changé, ouais. Maintenant que ça devient vraiment crédible et tout ça, j'ai jamais eu ce genre de réflexion. Ouais. Maintenant, c'est rare, c'est trop cool. C'était plus il y a un an. Oui, voilà. Quand on prenait encore pour des bébés. Maintenant, on est passé à un stade un peu supérieur. Comment ça va marcher là? Non, mais c'est toujours. Après, on peut pas en vouloir à ces gens. Non. Ils attendent de voir aussi. Tu peux dire. C'est une sorte de challenge. Ouais, c'est ça. Tu peux raconter plein de trucs. Tu peux dire j'ai un projet, ça va être ça, etc. Et puis dire ouais, d'accord, on verra quand ça sera fait. On verra si t'as des clients. Et là, quand tu montres que t'as des clients, généralement, là, ça convainc plus. Ouais. Mais, Lorsqu'on travaille dans le domaine de la food, un domaine réputé comme étant dur, parce que aussi exposé au feu des critiques, est-ce que c'est facile de les accepter, ces critiques, lorsqu'on vient de débuter? Si c'est justifié et constructif, oui. En fait, je sais pas, moi, toutes les critiques qu'on nous a données, en fait, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de bienveillant. Et les gens qui vont nous faire leurs critiques, même si elles sont négatives, elles ont vraiment envie de nous pousser vers le haut et de nous challenger. Donc, après, je pense que c'est aussi une manière d'accepter la critique. Et que moi, là où je l'ai bien vu, une autre personne se serait sentie peut-être agressée. Mais du coup, je sais pas, j'ai toujours vu ça de manière positive, les critiques, en me disant ah bah ouais, c'est trop chouette. Ouais. Merci de me critiquer parce que du coup, je vais m'améliorer. Puis la prochaine fois, tu verras, ça sera vraiment parfait. Ouais. Donc après, non, on n'a pas eu des gens assassins. Et puis, non, clairement. Franchement, on a eu de la chance. Ouais. Moi, je pense que j'ai un peu plus de mal à l'accepter. Ouais, je peux confirmer. En fait, c'est quand tu sais que tu mets tellement de toi dans un truc et que tu sais que t'as bossé à fond et tout, vraiment, en plus, t'es épuisé parce que t'es tout le temps fatigué de toute façon. Quand on te critique, ça te met un gros coup quand même. Tu te dis, ah ouais, bon. Et après, tu réfléchis 5 minutes, tu te dis, bon, ouais, elle a raison, ou il ou elle a raison sur certains points. Après, tu peux ne pas être d'accord aussi.
mais tu te fais ton avis et je suis entièrement capable de comprendre quand une critique est bien fondée, constructive et que je sais que j'ai des choses à améliorer. Mais c'est vrai que comparé à toi, j'ai plus de mal à accepter la critique. C'est rigolo, Mathilde, elle va rien dire. Et mais puis, ça se voit sur mon visage. Déjà, ça se voit. Et si la critique est justifiée ou que tu penses qu'elle est justifiée, alors le lendemain, tout a changé, hein, clairement. Généralement, quand c'est justifié, je réagis bien, positivement à la chose en exécutant. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal. J'ai lu que vous aviez dit sur votre site, la marque est aussi importante que le produit en lui-même. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Pour nous, c'est important, c'est de faire quelque chose. Là, on le voit même dans toutes les marques qu'on suit, nous, et qu'on aime. C'est que la marque a de vraies valeurs, qui correspondent aux valeurs du CEO, ou peu importe. Mais et on a envie de s'identifier à cette marque, justement. Pas juste consommer le produit et être client juste de ce produit-là. On a envie de vivre la marque d'une manière différente, d'avoir cette expérience, de savoir, de lui faire confiance, plein de choses. En fait, c'est comme si c'était une personne, c'est une marque personnifiée. Et nous, comme on met de nous derrière cette marque, beaucoup, les petites françaises, c'est aussi nous, c'est ça aussi qui permet d'avoir cette marque et le produit au même niveau. Parce que pour nous, c'est autant important de faire un produit qui soit bon, qui soit qualitatif, qui soit bien fait, qu'une marque qui est agréable à regarder. On aime les photos, on aime l'univers, on s'y retrouve. Pour nous, les deux sont importants. En fait, c'est pour ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté de personnes qui nous ressemblent et puis qui puissent vivre aussi l'expérience, comme tu dis, parce que en fait, les petites françaises, c'est pas un biscuit, c'est vraiment une expérience qui est totale et donc c'est global. En parlant d'ailleurs d'expérience globale, hier vous avez débuté vos meet-up chez Ibrick Paris. Ouais. Quel est le but de ce projet ? Le but du projet, donc en fait le meet-up, on l'a appelé à la rencontre des petites françaises. Et l'idée, c'est d'en avoir plusieurs avec des thèmes différents. Donc là, c'était se lancer, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a plusieurs lancements. Après, on aura plusieurs thèmes différents. Et c'est vraiment de partir à la rencontre de personnes qui, hier, les entrepreneurs qui sont en train de monter des différentes entreprises, que ce soit dans la food ou dans d'autres secteurs, de les rencontrer et puis de savoir un peu, de se dire, tiens, on est toutes pareilles finalement, tous ou toutes pareilles. On se lance dans des projets, c'est super, c'est génial, il y a des hauts, des bas. En fait, pourquoi pas se partager en fait. Et puis partager. Et puis du coup, justement, créer tout un petit groupe. Nous, on veut aussi que ce soit une aventure humaine finalement. On veut incarner notre marque et les meet-up justement, ça pourrait être une possibilité de partir à la rencontre de plusieurs personnes qui veulent aussi nous rencontrer et connaître notre univers. Vraiment partager tes expériences parce qu'on vit tous la même chose. En tant qu'entrepreneur, même si nos projets sont différents, on a tous les mêmes contraintes, tous les mêmes trucs administratifs à faire, toutes les mêmes... il y a des trucs qu'on sait pas, il y a des trucs que d'autres personnes savent, donc on peut s'échanger des conseils, etc. Vous nourrissez de chacune des expériences. Exactement, mais c'est ce qu'on a vu dans notre parcours entrepreneurial à l'EM, et c'est pour ça aussi que ce programme est génial, c'est parce qu'on a rencontré plein d'entrepreneurs qui nous ont raconté plein de trucs, et surtout leurs échecs justement, et c'est ça aussi qui nourrit beaucoup, et qui permet d'avancer et de se dire, ça va, je suis pas toute seule dans ce bateau, y a des gens qui vivent la même chose, qui ont peur comme moi, qui sont heureux comme moi, qui se lancent, voilà, et qui y arrivent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rencontrer des gens et d'avancer ensemble. J'ai lu que vous aviez testé votre concept au village de Noël de Bergerac, à la fête des Lumières de Lyon. Ouais, aussi. Est-ce que c'était plus simple de débuter par la province que par Paris pour tester votre produit ? Ou non, est-ce que finalement c'était des opportunités qui se sont présentées ? Exactement. C'était encore Ludo, si tu nous écoutes.
C'est une grosse place. Non, mais Ludo a dans ce une podcast. place énorme, ouais, non, mais c'est incroyable. Mais c'est parce que on était dans un autre programme d'entrepreneuriat, on a présenté, c'était la soutenance finale, on a présenté ce projet, justement, encore. Toujours à l'EM. Toujours pareil. Et puis, il se trouve que c'était la fête des Lumières à ce moment-là. Et on avait fait une dégustation dans notre classe. Donc, il y avait tous les élèves et les profs qui avaient assisté aux soutenances. Et donc, il y avait Ludo. Et il nous a dit, mais pourquoi vous n'allez pas la vendre à la fête des Lumières ce soir? Regarde. Pardon. On était là. Vous avez Ouais. du stock? Bah non, on est retourné en cuisine après on va en faire. on venait d'en faire, je sais pas, 40. Et donc on est retourné en cuisine après. Donc on s'est dit ouais, pourquoi pas. Il a dit non mais là enfin parce que votre projet c'est sympa, mais vous n'avez pas encore eu de vente. Moi, j'ai pas confiance tant que j'ai pas de vente. Ok, très bien, challenge accepté. On retourne en cuisine, on y va. Bon, il se trouve qu'il faisait 0, que c'était neigé, c'était terrible. Mais on est quand même descendu et on a fait notre première vente ce soir-là. Ouais. Ce qui était assez incroyable. C'était Avec notre mythique. première version qui ressemblait pas du tout à la version de maintenant. Bon, voilà. Mais on a quand même vendu et là on s'est dit si on peut vendre, pourquoi pas. Et donc après il y a eu une autre opportunité chez moi au marché de Noël. Donc j'avais un stand pendant une journée. Et enfin Bergerac c'est 24 000 habitants, c'est pas du tout la cible qu'on vise pour notre projet. Enfin je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne, mais j'y vais, voilà, on verra bien. Et il se trouve que j'en ai vendu une 50aine. De nulle part, je sais pas comment ça se passait. Il y a des journalistes qui sont venus m'interviewer, j'ai eu 3 articles qui parlaient du projet. Ça s'est hyper bien enchaîné. Ouais, Le lendemain, Europe 1 qui nous appelle pour parler de nous à la matinale, et là on se dit, oh là Génial. là, on n'est pas prêts. Mais Qu'est-ce qui se passe ? c'était du bluff un peu, on s'est dit, bon, on va y aller, on va vendre nos tasses comme ça, et puis il se trouve qu'en fait, ça a commencé à s'accélérer, et puis on allait entrer en stage, on est entré en stage. Ouais. Donc ça allait pas se faire maintenant, mais du coup, c'est un premier lancement avorté. Et après on est revenu justement avec des tasses mieux faites, une plus grande maturité l'année d'après pour relancer. Mais c'était ouais, une première naissance on va dire. Mais C'est l'idée marché, Enfin, on n'a jamais eu cette idée de se dire on va commencer en province, Ouais. on va laisser sur la main, puis là on revient Ouais. à Paris. Ah non, ouais, non, pas du tout. non, en fait On c'était vraiment... Ça s'est présenté, on a dit ok, on prend, enfin on y va, on fait quelque chose. Et c'est ce qui fait que le projet est crédible aussi, c'est qu'on a réussi à vendre. Parce que c'était la grande question. C'est sympa, c'est écologique, c'est innovant, c'est gourmand. Mais bon, est-ce que quelqu'un va acheter? Et nous, on pouvait pas répondre à cette question parce qu'on l'avait jamais fait, on l'avait jamais vendu, donc on savait pas. Et là, quand on dit qu'on en a vendu, et qui plus est, dans une ville de 24 000 habitants où c'est pas du tout là qu'a priori on vendrait notre produit, bah là on dit ouais, d'accord. Si ça prend ici, c'est que. Ouais, ça prend là, ça peut prendre n'importe où. Et puis, nous, on était confiantes aussi parce qu'on s'est dit, on y arrive. Donc ça rassure et ça dit, ouais, il y a une opportunité là aussi. Quelles ont été les périodes les plus compliquées dans ces dernières années pour vous, en lien, période en lien avec ce projet? Moi, c'était plutôt la dernière période avant de revenir justement dans ce master d'entrepreneuriat. Pareil, je crois. C'était notre période d'échange. Donc Mathilde était à Copenhague et moi j'étais à Madrid. Et en fait, il s'avère que les cours que j'ai pris, c'était vraiment des cours pas magistraux, mais vraiment des cours de management hyper classiques où justement il y avait des études de cas à lire, des résumés, c'était vraiment de l'application super théorique, des présentations orales de groupe, mais ça m'intéressait pas du tout. J'avais déjà vu ça en première année d'école de commerce. Et en fait, j'étais obligée vraiment de suivre les cours, de le faire sérieusement pour valider tous mes crédits. Et enfin, j'en pouvais plus, juste. C'est là que je me suis dit, waouh, il est temps d'arrêter d'étudier parce que là, ça commence vraiment à me paraître long et lourd. Clairement, et c'était une période compliquée par rapport à ça parce que on avait encore plus le projet en tête parce que c'était vraiment à peu de temps du lancement. Et puis de devoir faire des choses qui t'intéressent pas, c'était assez compliqué. Surtout que j'étais avec des étudiants espagnols qui finalement n'avaient pas eu d'expérience d'entreprise. Et donc
c'est pas qu'ils captaient moins vite, mais ils avaient moins ce recul justement sur l'entreprise et les applications en cours. Ils n'avaient pas du tout la même vision que la mienne, donc c'était pas si évident que ça. Et moi, c'était la même période, donc j'étais à Copenhague, mais c'était une super période. Enfin, je regrette pas du tout d'y être allée, j'ai rencontré des gens incroyables, mais c'était. Enfin, j'avais pas tellement cours. Et donc j'avais plein de temps pour penser, déjà. Parce que moi aussi je pense, déjà. J'avais plein de temps pour penser au projet, à ce qu'on allait faire après. Et puis c'est vrai qu'on était loin toutes les deux. Donc, enfin, ouais. On avait le blog Exquise à l'époque. Mais bon, enfin, il y avait des pics de motivation, puis après plus motivée du tout, alors que j'avais plein de temps. Enfin, c'était compliqué de rester motivé, et puis on savait pas si on allait intégrer le programme en janvier ou si on allait se lancer directement, donc c'était plein d'incertitudes en fait, et j'étais pas très à l'aise dans ces incertitudes là, et donc et après en fait ça m'a beaucoup rassurée d'être enfin, j'avais pas tellement envie de rentrer à Lyon non plus, parce que j'en ai un peu marre de Lyon, j'ai envie de vraiment commencer ma vie vraiment à Paris, de foncer dans le truc, et puis voilà, et puis je me suis dit ouais, les cours j'en peux plus, c'est intéressant, j'en peux plus. Et là, je vais encore revenir à Lyon pour refaire des cours et tout. Donc, je suis allée un peu à reculons. Mais en fait, c'était très bien parce qu'on a appris énormément de trucs. Et c'était vraiment pas des cours, c'était autre chose, c'était des rencontres. Donc, ouais, c'était cette période-là qui était un peu dure. Mais qui a servi en fait. Forcément, ça sert toujours. Est-ce que vous avez pensé à abandonner le projet durant ces dernières années ? Non. Catégorique. Bon. Non. Est-ce que vous... comment vous faites pour prendre des décisions et vous y tenir ? En plus, vous êtes deux. Ouais. Comment ça se gère chez vous ? Déjà, je pense qu'on respecte très bien le travail de l'autre. Ouais. Et on s'écoute aussi. Et donc, quand l'une va proposer quelque chose qui plaît pas à l'autre, et si ça plaît pas, ok, ça te plaît pas, on va trouver une autre solution. Ouais. Et en fait, on recherche toujours d'autres solutions. On va pas, y en a pas une qui va être bornée plus que l'autre et qui va dire non mais j'ai raison, je vais t'imposer cette idée. Et je sais pas, c'est peut-être, moi je sais pas, j'admire tout ce que tu fais niveau visuel ou quoi. J'admire tes recettes. À chaque fois que... Non mais je sais pas si c'est justement le fait d'avoir une admiration pour la personne avec qui tu travailles qui fait que du coup tu peux, je sais pas, tu vas pas... Elle me fait des déclarations. Ouais. Non mais je trouve ça trop bien, et du coup on est aussi franche, on n'a pas peur non plus d'être direct et de dire j'aime pas trop ça et tout, donc ça a toujours été comme ça, on s'est toujours dit j'aime pas, mais on s'est toujours dit les choses, et de trouver des solutions tout le temps. Ouais, parce qu'on est hyper conciliants, donc à chaque fois, de toute façon on s'est toujours dit comme règle numéro 1, s'il y en a une qui est pas d'accord, c'est non. Déjà faut le dire, et c'est non tel quel. Si la personne qui porte cette idée là, elle a vraiment envie de faire ça, et elle a qu'à expliquer pourquoi et dire pourquoi c'est bien, essayer de convaincre l'autre. Mais si c'est non, c'est non. Enfin, c'est comme ça, on trouve autre chose. Parce que notre duo est plus important que le reste. Si notre duo marche pas, la boîte marche pas. Donc on préserve. Ouais, non, pas. On préserve parce que voilà, on discute quoi. On dit pourquoi ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et puis généralement, quand il y a un truc qui nous plaît pas, on essaie de faire en sorte de comprendre d'où ça vient et de changer ça pour que ça soit mieux quoi. Donc on prend rien personnellement. Enfin, pour le coup, j'accepte très bien tes critiques. Non mais oui, enfin c'est super important. Mais non mais oui, c'est nous deux, donc on peut pas, il y en a pas une qui doit décider d'un truc. Et donc on prend des décisions assez facilement et assez rapidement. D'accord. Généralement, parce comme on est super efficaces toutes les deux, notre duo. C'est vrai qu'il y a une émulation. Ouais, ça va assez vite, et on est assez d'accord parce comme on partage les mêmes valeurs, qu'on a un peu la même vision de la vie en général, de l'amitié, de l'entrepreneuriat, etc. Ça va vite parce qu'on se comprend, on parle un peu le même langage, donc on sait ce que, je sais ce que t'aimes, tu sais ce que j'aime, et donc on se connaît bien, donc ça permet d'aller plus vite quoi. Comment est-ce que vous voyez le développement de votre marque ? Une boutique. On aimerait trop avoir une boutique.
une boutique physique. Bah, là pour l'instant, donc on a bientôt notre vraie boutique en ligne, parce que là on l'a pas encore, mais on aura notre vraie boutique en ligne où on vendra aux particuliers justement. Et puis aussi on a toute cette vente pour de l'événementiel pour des marques, qui est super important pour nous aussi. Après on aimerait bien être distribué dans des endroits super cool, genre grande épicerie de Paris, Galerie Lafayette Gourmet, etc. Épicerie fine sélectionnée. Et à terme, on aimerait beaucoup avoir notre boutique physique parce que nous, on adore les lieux. Et on pense que l'expérience, les petites françaises, bah, ça passe aussi par un lieu. Physique. Voilà, où vraiment d'être là au contact du client, parce qu'on a envie d'être au contact du client et qu'il sache que c'est nous aussi. Et de proposer justement d'entrer un peu dans notre univers parce que ça nous plaît d'imaginer cet univers-là et de le décrire. Donc ouais, ce serait ça. Ce serait à Paris, peut-être ailleurs. D'accord. Puis au-delà, justement, l'univers, ce serait vraiment la déco, les tasses, proposer des boissons qui aillent en accord avec les tasses, etc. C'est une vraie expérience sensorielle. C'est ça, voilà. Ouais. On voudrait faire les choses, justement, entièrement. Génial. Avec le recul, que sentez-vous que vous avez appris depuis le lancement des Petites Françaises ? Tellement de choses. Ouais. Je ne saurais même pas faire une liste. C'est compliqué de répondre à cette question parce que en fait on apprend tout le temps, tous les jours. Ouais. Et on apprend à la fois sur soi, on apprend à se débrouiller par rapport à ce qui va être de la vie d'une entreprise réelle. Et du coup, il y a tellement de choses. Enfin, ouais, c'est impossible de tout lister, mais... On apprend énormément de choses tout le temps. Ouais, c'est... Je sais même pas quoi dire. Bah non, mais déjà, je pense que on a appris déjà on a plus un pas dans l'entrepreneuriat maintenant qu'on est en train de faire des choses et qu'on est en train de monter une boîte et qu'on a des clients et qu'il faut répondre aux demandes de ces clients-là. Chose qu'on n'avait pas avant quand on était en parcours entrepreneurial, on écoutait ça des autres mais on savait pas que... vous ne le viviez pas, donc il n'y avait pas de ressenti. Donc c'est vraiment... il y a ça, et puis il y a ce sentiment de responsabilité aussi où tu te dis c'est moi, c'est ma boîte, si je veux qu'elle avance, il n'y a que moi, il n'y a que nous deux qui pouvons le faire, donc si je me bouffe pas, ça avancera pas. Si je décide pas de me créer moi-même mes propres opportunités, on viendra pas me chercher. Donc en fait c'est vraiment d'oser y aller. Apprendre à oser aller chercher les gens, aller chercher des clients, aller chercher des partenaires, etc. Puis y aller à fond. Et d'avoir confiance en soi, de dire je peux y arriver, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Mais on apprend tout le temps. Donc, à s'améliorer. Oui, à s'améliorer toujours et à accepter les critiques. Ouais, et à accepter, mais à accepter de tester et de se tromper. Ouais. C'est important d'accepter le droit à l'erreur. Ah ouais, c'est primordial. Sinon t'avances jamais. En fait, là, notre produit, il est pas comme on le voit vraiment. Enfin, notre packaging, c'est pas du tout le packaging qu'on voit dans notre tête. L'expérience client, elle est améliorée. Il y a tous les trucs améliorés. Mais on se dit, on commence avec ça. Ouais. On a plein de pistes d'amélioration. Et on va faire petit à petit, et ça va aller mieux petit à petit. Le plus important, c'est de faire. Ouais, c'est faire, voilà. C'est dire, toutes les semaines, on s'améliore. Tous les jours, il y a un truc qu'on change, et qui est mieux que le jour d'avant. Enfin, le site, on l'a déjà changé 10 fois, alors que c'est en 2 mois. Enfin, voilà. Tout le temps, en train de changer des trucs. Et je pense que c'est ça qu'on a appris pas mal, et qu'on pensait pas avant. Non. Toi, tu te dis, j'attends d'être prête pour faire mon lancement officiel... avec de la presse, avec je lance tout en même temps, voilà, c'est ça. Bah ouais, mais nous on est partis comme ça, on a posté un soir quand on était à l'EM en train de taffer, et bah voilà, on a posté et puis c'est parti quoi. Donc tu fais des petites choses mais qui sont grandes à la fin. On parle énormément de l'importance d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous arrivez à garder du temps pour vous ? Oui, alors le premier mois c'était quand même assez compliqué parce que ça a vraiment été tendu et ça a duré qu'un seul mois heureusement, mais je sais que
il faut vraiment, en fait, c'est même pas... C'est une question d'équilibre pour tout, parce que se mettre toujours à 100% dans un seul projet, donc là, pour les petites françaises, ce serait un peu... Enfin, vraiment, ça serait de l'autodestruction. Parce que au final, on respire pas, on pense pas à autre chose et tout ça. Et pour moi, par exemple, le sport, j'accorde une importance vraiment... ça représente aussi une autre partie de ma vie. Et j'ai besoin de faire du sport pour évacuer, penser à autre chose. Pareil, d'aller voir ses amis, etc. D'échanger, de voir d'autres personnes, pour aussi souffler. Ouais. Et en fait, c'est juste... c'est vital. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est super important. Après, c'est pas forcément très facile à faire, parce que c'est quand on voit ses amis qui nous posent des questions, alors, comment ça marche et tout, et que t'as pas du tout envie de parler de ça. Ouais, tu parlais d'autre chose, tu veux juste plus parler des tasses. T'as vraiment envie de penser à autre chose, c'est pas si évident que ça. En fait, ton quotidien, ton projet te rattrape. Ouais, tout le temps. Après, c'est normal, hein. Enfin, on peut pas en vouloir à nos proches de demander comment ça se passe, etc. Comment ça marche, si vous avez des nouveaux clients. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis ça fait quand même, c'est quand même cool aussi de pouvoir partager ça avec les personnes les plus proches. C'est vrai que c'est pas évident de s'en détacher tout le temps. Mais vous, par exemple, quand vous faites une coupure, une pause, vous allez boire un verre ou déjeuner ensemble, est-ce que vous arrivez à parler d'autre chose que des petites françaises ? Ouais. Justement, on se l'est dit dès le début dans notre pacte d'associés. Parce que d'ailleurs, c'est même se l'imposer. Les associés, il faut faire un pacte. C'est ce qu'on nous a répété tout le temps. Faites un pacte. Et ben on a fait un pacte, on s'est dit, on est amis, on sait travailler ensemble, mais on va pas gâcher notre amitié non plus pour ce projet-là. C'est-à-dire que on sait qu'on partage plein de choses autres que ce projet, et donc il faut absolument que toutes les deux, pour que notre duo continue à fonctionner, qu'on mette les tasses de côté un moment et qu'on aille déjeuner ensemble et on s'interdise de parler de tasses, ou on s'interdit de parler de trucs. Même si on le fait avec plaisir parce qu'on a des idées tout le temps et que voilà, c'est notre vie, quoi. Enfin, on y pense souvent. Mais c'est obligatoire. Il faut qu'on arrive à parler de tout et de rien comme n'importe quel ami. Qu'est-ce qui vous demande le plus de temps dans votre quotidien d'entrepreneur ? D'entrepreneuse ? D'entrepreneur ou entrepreneuse ? Je sais pas, je pense. Moi, je suis entrepreneur avec un E. Ouais. Hein. Moi, je dis ça aussi. Ok. Alors, je refais la question. Je prends mon montage. Qu'est-ce qui vous demande le plus de temps dans votre quotidien d'entrepreneur ? C'est compliqué de répondre à une telle question parce qu'en fait, un quotidien d'entrepreneur, c'est pas une routine. Donc, à partir de là, on fait toujours plein de choses différentes. Ça peut être de la prod, ça peut être on va bosser sur des présentations, puisque là, on était inscrite à un concours d'entrepreneuriat. Ça va être de l'administratif, aller chercher des fournisseurs, aller rencontrer des gens. Ouais. C'est vraiment plein de choses différentes tout le temps, et du coup, il n'y a pas vraiment de quotidien qui nous prenne... Qui se ressemble. Ouais, ça se ressemble jamais. D'accord. C'est vraiment... c'est soit nous, soit l'extérieur qui fait notre quotidien. Ouais. C'est quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous avec nous, nous qui voulons prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Mais c'est ça qui est bien, c'est parce qu'on déteste la routine, donc c'est aussi pour ça je pense qu'on est bien dans ce rôle. C'est clair. Où les journées se ressemblent jamais et on est capable de les créer nous-mêmes. Ouais, je crois qu'on raisonne pas trop en termes de temps passé à faire des trucs. Qui vous inspire pour avancer chaque jour ? C'est pas forcément des personnalités, mais ça peut être, je sais pas... tu vois, je parlais avec Stéphanie Guillemette. Elle me disait qu'elle, en fait, c'est une amoureuse de la vaisselle. C'est une amoureuse des bâtiments, de l'art. Donc, elle, ce qui l'inspire, c'est se balader dans une rue, prendre en photo un bâtiment, juste être au soleil et respirer l'air. Ça l'inspire, en fait. Ouais, moi je crois que je suis un peu comme Steph. De dire tout le temps, la vie est belle. Ouais, la vie est belle. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, franchement. Enfin, de s'émerveiller de tout, en fait. Ça, c'est des petits bonheurs. Ouais, de tout d'un soleil comme aujourd'hui, 28 degrés,
de feuilles sur les arbres, je sais pas, n'importe. D'ailleurs, on se fout un peu de moi des fois quand je dis que je suis contente qu'il y ait des feuilles sur des arbres. Mais ouais, c'est un peu ça, ouais. En fait, c'est s'émerveiller. S'émerveiller devant ce qui peut paraître évident. Il y a vraiment, enfin, je sais pas, prendre une bonne douche chaude, ça fait trop plaisir, de se manger lever, une tasse gourmande, de prendre un café au soleil, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Rien que ce week-end, je me suis levée et j'ai pu faire ça, prendre un café au soleil. Et d'un seul coup, j'ai eu un moment d'inspiration, j'ai pris une feuille et j'ai écrit sur une feuille blanche tous les petits plaisirs de la vie. Et en fait, je me dis, c'est inspirant, ça rend heureux. Et moi, on m'a reproché quand j'étais un peu plus jeune d'être toujours souriante. On m'a reproché ça. Donc, au début, je me disais, on me disait, ouais, t'as l'air niaise, ça sert à quoi de sourire comme ça ? En fait, mais maintenant, tous ces gens-là, je leur réponds, mais si vous n'êtes pas heureux, c'est pas mon problème. Et moi, je suis contente, justement, sourire, ça me fait plaisir. Et tout ouais, ça. ça fait partie de toi. Ouais, exactement. Ouais, d'être positif. Toujours être positif. Ça va aller dans tous les cas. Et puis, et sinon, les petites choses. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est les podcasts de Génération XX. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous écoutez des podcasts ? Et si oui, Mathilde, du coup, je lisais dans le blog du site que tu en écoutais énormément. J'en apprends que tu en écoutes aussi. Ouais. Elle m'a converti. Ouais. En quoi est-ce utile pour vous ? Déjà, je trouve que c'est quelque chose que je consommais, entre guillemets, pas du tout avant des podcasts. Parce que j'étais plus à lire des articles ou regarder des vidéos, des trucs comme ça. Mais et je sais pas, à un moment, je suis tombée sur, je sais plus quel, je crois que c'était La Poudre de Lorraine Bastide, qui est un podcast féministe. J'ai commencé à écouter un peu parce que j'avais des copines qui écoutaient, qui disaient c'est trop bien, il faut que t'écoutes. Je suis là, mais j'ai pas envie d'attendre pendant 1 heure écouter un podcast, je vais faire quoi et tout, voilà. Et je crois que le premier podcast que j'ai écouté, c'était quand j'étais à Copenhague et que je marchais, j'avais rien à faire. Et d'habitude j'écoutais de la musique, et là j'ai dit, allez, on va tester. J'écoutais un podcast. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal quand tu marches. Surtout quand tu marches, parce que quand tu fais un autre truc, moi j'arrive pas à me concentrer sur ce que dit la personne. D'accord. Mais donc là, je marche, j'ai rien à penser, juste à écouter, à marcher, voilà. Et je me suis prise dans le truc, j'en ai écouté plus. Et puis j'ai découvert des podcasts d'entrepreneuriat. Mon préféré, Nouvelle École. Nouvelle École, Génération XX, Génération Do It Yourself, qui sont des podcasts complètement géniaux, où on rencontre vraiment des gens, mais on rencontre aussi la personne qui fait le podcast en écoutant. Ouais, c'est vrai que ce qui est, dans Nouvelle École, en tout cas, ils se livrent énormément. Mais je trouve ça incroyable, vraiment, c'est hyper inspirant pour le coup. Et donc comme on avait plein de trajets, comme je devais faire les trajets Paris-Lyon pour aller en cours 2 heures, voilà, je me suis dit tiens, je vais écouter des podcasts. Et donc j'ai écouté énormément de podcasts en 3 mois, et c'est vrai que c'est maintenant, je crois, quelque chose que j'aime vraiment faire. Ouais, c'est devenu une habitude, et c'est même devenu mon mode de consommation préféré de l'information sur l'entrepreneuriat. D'accord. Et puis ce qui est vraiment fou dans tous ces podcasts, c'est qu'en fait, dans chacun d'entre eux, tu vas te reconnaître un peu et te dire waouh, en fait, il y en a certains, c'est l'histoire de 2 nanas qui ont eu un projet d'entreprise et tout. Et on se dit, mais c'est nous, clairement, c'est notre histoire. Et du coup, on se reconnaît aussi, et c'est ça qui est bien. Donc c'est à la fois inspirant, et puis on se dit, ah bah tiens, c'est fou, ils sont comme nous, je suis pas tout seul. Donc encore une fois, cet esprit pas de communauté, mais cet esprit de justement la même chose, voilà. Et d'apprendre des autres, vraiment, et puis des autres. Entendre le son de la voix de quelqu'un, c'est quand même particulier, c'est pas regarder juste l'Instagram ou regarder une photo, c'est encore plus particulier, je trouve, que tout ça. Et donc quand tu combines tout, t'as l'impression de savoir c'est plus personnel, et c'est encore moins dans le jugement. Ça laisse aussi la part à l'imaginaire. Ouais, exactement. Moi, c'est pour ça, tu vois, que je fais peu de montage, que je mentionne toujours l'endroit dans lequel on se trouve, qu'on soit dans un appartement, dans le centre privé d'un magasin ou
dans un bar. Ouais. Parce que justement, je trouve qu'avec aussi, alors des fois effectivement il peut y avoir un peu de bruit. Ouais, mais tu visualises. Mais du coup, t'imagines, t'arrives à essayer d'imaginer le lieu, la manière dont on est assis, la manière dont on se tient, qu'est-ce qu'on boit, une citronnade pour le coup. Mais tu vois, ça, en fait, ça fait partie intégrante de la rencontre pour moi. Et on ne s'arrête pas, comme tu as dit, sur un visuel. Ouais. On fait abstraction de cette barrière du physique. Et la voix, généralement, ça berce, ça peut transporter. C'est clair. Et c'est ce qui est le plus naturel, parce qu'en physique, ça se retouche, ça se travaille, ça se change. Ouais. Une voix, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Je suis bien d'accord. Il me reste quelques questions. Bon. C'est bon ce que ça les semble. C'est je ne les aurais fait. Comment est-ce que vous gérez vos peurs ? Je vais courir. Tu t'évacues par le sport ? Ouais, vraiment. Moi, je me demande si j'ai peur de quelque chose que je peux maîtriser ou pas. Et si je peux pas la maîtriser, enfin si cette angoisse c'est en rapport avec quelque chose que je maîtrise, que je peux pas du tout maîtriser, moi je me dis ça sert à rien d'être angoissé parce que. Et si tu peux la maîtriser, tu travailles pour que tu puisses ne plus avoir peur de cette chose. Mais généralement j'ai pas souvent peur. Enfin, de toute façon pour moi ça bloque. La peur ça te paralyse tout de suite et donc c'est complètement irrationnel et donc comme je suis une fille un peu rationnelle, j'essaie de me dire bon écoute ça va bien se passer. T'as peur de quoi, pourquoi et puis t'intellectualises finalement le problème pour juste essayer de savoir ce que tu peux faire pour plus avoir peur. Ouais, après c'est dur hein. Mais c'est pas facile. Parce que même le mot peur il peut vraiment se définir de plusieurs manières. Donc après t'as la peur, t'es stressé, puis après comme tu dis, parfois il faut savoir être rationnel aussi. Donc si t'as peur parce que t'as pris une mauvaise décision, parce que tu sais que tu vas jamais y arriver, oui forcément là t'as de quoi avoir peur. Et sinon en fait la peur ça peut être positif, ça peut être de l'excitation finalement. De l'adrénaline. Oh là là, on a une super commande, il faut faire plein de choses en même temps. Finalement ça peut être une peur qui est positive et qui te qui booste. va venir te booster. Ouais. Exactement. Ça me va. Est-ce que vous pensez qu'on est responsable de notre bonheur ? Oui. Oui, à 100%. Oui. Comme tu dois être un peu acteur de ta vie, acteur dans ton travail. Voilà, c'est un peu un choix aussi. C'est que si tu décides de voir la vie positivement, d'être positive, de t'émerveiller, j'en sais rien. T'essaies de comprendre ce qui te rend heureux toi et de prioriser ça justement. Je pense que c'est très facile à dire et c'est pas forcément très facile à acter. Et déjà le bonheur c'est un grand mot et ça veut tout et rien dire. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, ça veut tout et rien dire. Le bonheur de l'un n'est pas le bonheur de l'autre. Il faut être heureux, on entend ça partout. Et tu vois, moi je vais être heureuse en cuisinant, en faisant du sport. Il y en a qui vont être heureux en allant méditer, en lisant. Je sais pas, c'est chacun son bonheur. Mais c'est un peu de la connaissance. Je pense que c'est quand même. Il faut se connaître pour pouvoir du coup dire je suis ou non heureux, je veux l'être et je pense que c'est quand même très, très personnel finalement de... Ouais. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il faut accepter d'être parfois un peu malheureux pour être heureux à nouveau. Ça fait partie de la vie, tu peux pas être heureux tout le temps, c'est pas un état de plénitude constant, ça serait ennuyeux, limite. Donc faut accepter qu'il y ait des hauts et des bas et se connaître assez pour se dire moi je sais que ça me calme ou ça me rend heureuse, je vais faire ça. Il faut de l'expérience pour savoir un peu ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir dans la vie. Moi je sais que le déclic, ce qui m'a permis de me connaître réellement, ça a été un voyage. Je suis partie en Argentine 7 mois, j'ai vécu
Je suis partie seule, sans connaître personne. Je me suis retrouvée dans les pires quartiers. Enfin, c'était vraiment craignos et tout ça. Et donc, il a fallu m'adapter, un nouveau pays, une nouvelle culture, une langue différente, etc. Et donc, en fait, ça a été pour moi un déclic de me dire, mais waouh, enfin, le monde est... Il y a tellement de gens sur Terre, pourquoi se prendre la tête pour des bêtises? Là-bas, du coup, tu peux pas être matérialiste, c'est impossible, tu peux pas avoir des affaires de valeur où on te les vole. Donc, plein de petites choses comme ça, où tu te rends compte qu'en fait, tu commences à te connaître, à savoir ce que t'aimes, et puis à te dire, moi je suis heureuse avec ça, j'ai pas besoin de plus. Et donc, je sais que j'étais revenue en France complètement changée, et maintenant, tous les jours, je souris, je suis contente, et je me dis... T'as une joie de vivre. Ouais, exactement. Et la vie est belle, elle est trop courte pour se prendre la tête. Et moi, les personnes qui se plaignent, qui sont négatives, qui vont toujours râler, en fait, je m'en éloigne. Je me dis que ça sert à rien d'aller aller chercher le négatif chez les gens. Essayer de déraisonner. C'est une cause perdue, quoi. Après, c'est quand même un apprentissage. Hein. Je dis pas que je m'en éloigne, c'est super simple. Enfin, j'ai fait des missions un peu de flying quand j'étais au lycée pour gagner un peu de sous comme tout le monde. Et franchement, il y a des gens, mais limite, qui sont agressifs dans leurs paroles, qui vont nous insulter alors qu'on leur distribue juste un petit bon d'achat parce que on est obligé de le faire. Et au début je le prenais pour moi, ça me rendait de mauvaise humeur dès le matin et tout ça. En fait, c'est beaucoup de choses qui sont gris, qui sont je pourrais le refaire et ces gens-là, mais je serais en train de sourire, bonjour, bonne journée quoi. Enfin, ça va vraiment plus rien faire. Mais c'est pas facile. Il faut de l'expérience et puis avoir du recul, savoir relativiser sur les choses. Ouais. C'est un apprentissage constant. Avant-dernière question. Où envoie-t-on les gens qui veulent suivre vos actualités? Ou peut-être déguster vos tasses gourmandes? Alors, pour suivre nos actualités, donc on va sur notre site internet, donc lespetitesfrançaises.fr, on va sur notre page Instagram, donc c'est Les Petites Françaises Paris. D'accord. Pareil pour Facebook. On est très présente dessus, surtout sur Instagram, Facebook aussi, mais on aime bien Instagram, on aime bien ce médium. Après, pour déguster nos tasses, c'est sur notre site internet, pareil, pour commander. On fait des petites collaborations aussi avec des marques à venir bientôt. On en parlera bientôt, qui vont être très cool et on est très fiers. Et donc là, ça va être pareil sur notre site internet. Toute l'actualité, on la partage toujours sur les réseaux sociaux et Instagram qui relaie à Facebook. D'accord. Voilà, donc on vous dira. Très Peut-être un jour ailleurs dans notre boutique, on ne sait pas. Messages. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Bon, en tout cas, vous l'avez annoncé dans le podcast. Vous voulez avoir une boutique. Donc, on va tout. Enfin, vous allez faire tout votre possible pour, pour c'est pas pour tout de suite, mais. Parce que. Au moins, c'est dit, vous avez pris l'engagement. Ouais, c'est ça, c'est un petit rêve, loin, mais bon, on se dit pourquoi pas. Dernière question. Sanasté, ça vient du latin sana, qui veut dire sain. Pour vous, c'est quoi être sain aujourd'hui? C'est être équilibré, c'est vraiment... c'est ça, savoir ce qui est bon pour nous, mais alors pas du tout que dans la nourriture, justement, c'est un mode de vie. C'est vraiment trouver son équilibre. Donc pour moi, ça va être d'aller faire du sport, de bosser, après d'aller lire, je sais pas, pour d'autres ça va être autre chose, mais c'est un équilibre de vie, je dirais. Ouais, exactement pareil. Ouais, c'est essayer de s'écouter, d'apprendre à se connaître ce qui est bon pour nous, parce que ce qui est bon pour nous n'est pas bon pour quelqu'un d'autre. Et puis de s'écouter tout le temps dans la nourriture, dans le sport, quand ça va pas dans ta tête, voilà. Tous ces aspects-là, faut apprendre à s'écouter et faire en sorte que ça aille mieux quand ça va pas. Savoir ce qui permet d'aller mieux quand ça va pas. Assumer sa personnalité et ne pas se comparer aux autres. C'est vrai, c'est intéressant le rapport à l'autre justement. Comment est-ce qu'on arrive à se construire face à l'autre, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'autre, comme on disait tout à l'heure, ne nous tire pas vers le bas, surtout lorsqu'il est négatif. Équilibré, je pense. Et puis après, c'est encore une fois une question de
confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui talentueuses qui le savent pas et qui l'assument pas, qui sont toujours en train de se sous-estimer. Donc, Ouais, ou qui ont cette peur de montrer aux autres le fruit de leur travail, leur talent, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Tout le temps. Ouais, c'est quelque chose qui peut clairement être préjudiciable. C'est sûr. Tout à fait. Bien, Mathilde et Roxane, merci beaucoup pour Merci votre à toi. temps. Merci et puis à toi. je vous souhaite Merci le meilleur pour beaucoup. la suite et à très bientôt. À toi aussi. À très vite. Hâte d'entendre les prochains épisodes. Oui. Merci. Merci.